Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Jérémy Demé. Jérémy, je veux qu'on continue de parler de ton livre La Liste. Tantôt, on en parlait, il y avait 30 courts chapitres et j'aimerais ça qu'on parle de la volonté. Oui, Amélie, la volonté, c'est sûrement l'ingrédient nécessaire et essentiel de base. C'est comme le fondement d'une maison. Sans volonté, tu peux rien faire. Moi, j'étais très tôt inspiré par beaucoup de gens dans ma vie, comme mon oncle, je me rappelle Jean-Marc, qui partait très tôt le matin, travailler à 6h du matin, qui rentrait le soir à 8h. Il avait cette volonté toujours de faire. J'ai vu ma mère, moi, parce que j'ai perdu mon père très jeune, quand j'avais 8 ans, et ma mère, elle est restée avec 3 jeunes enfants. Mon frère avait 1 an, moi j'avais 8 ans, et ma sœur avait 11 ans. Et elle a eu cette volonté de nous donner beaucoup d'amour, et de faire de nous des bonnes personnes. Et ça, c'était la volonté. Tu perds ton mari, l'homme que t'aimes, le père de tes enfants, t'es seul avec tes 3 enfants. À part la volonté, il n'y a rien qui peut te sauver, vraiment. Fait que c'est des exemples de vie que j'ai eu très jeune qui m'ont donné la volonté de faire tout ce que j'ai fait. Et c'est ça que je veux transmettre un peu aux gens aujourd'hui, c'est que sans volonté, tu peux rien faire. Tous les grands hommes ou les grandes femmes de ce monde avaient l'ingrédient qui était la volonté. La volonté, c'est comme l'essence pour une voiture. Tu peux pas faire rien sans la volonté. Tu peux pas avancer sans la volonté. Tu peux pas... Nelson Mandela, qui est resté 27 ans en prison, c'était de la volonté. Usain Bolt, qui est 7 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est de la volonté. C'est de la volonté, de la détermination. Fait que oui, peu importe ce que tu veux, il faut que tu le veuilles vraiment. Souvent, on ne veut pas vraiment les choses. Il y a ça aussi qui vient en compte. On dit « j'aimerais ça faire ça », mais tu ne le veux pas vraiment. Justement, je parle d'un exemple dans le livre où je parlais de ma sœur, où je dis à un moment donné, elle m'a dit « est-ce que tu pourrais me donner des exercices pour faire des abdos ?» Et je lui ai donné une application sur Internet où tu pouvais juste suivre l'exercice d'une femme et les faire. Et 5 jours plus tard, je dis comment ça va. Elle me dit j'ai pas commencé. Ok, tu veux pas vraiment. T'as pas vraiment envie. D'ailleurs, c'est une phrase que je cite là-dedans d'un auteur que je trouve très bonne. Tiens, je vais la prendre dans le livre par rapport à la volonté parce que je la trouve vraiment parfaite. Il dit, attends, je retrouve la. C'est ça. Il dit, c'est Kenneth Blanchard. Kenneth. En tout cas, excusez-moi pour l'accent. Il dit il y a une différence entre l'intention et l'engagement. Lorsqu'une chose vous intéresse, mais sans plus, vous ne la ferez que les circonstances s'y prêtent. Par contre, lorsque vous prenez un engagement, il n'y a pas d'excuses qui tiennent, seuls les résultats comptent. Donc quand tu veux vraiment, tu le fais. Moi, dans la vie, il y a des choses que je veux vraiment, puis je les fais. D'autres que je veux pas vraiment, puis qu'en général, je les prends, je les fais pas. Fait que je pense que la volonté, c'est l'ingrédient numéro 1. Peu importe ce que tu veux. Si tu veux être en forme, si tu veux être heureux, si tu veux avoir une carrière, si tu veux t'occuper de tes enfants, si tu veux... Peu importe ce que c'est dans la vie que tu veux, c'est de la vraie et profonde volonté. Fait que je pense que c'est un ingrédient essentiel à la réussite d'une vie. C'est ce qui t'a permis justement de réussir en tant qu'humoriste. C'est ce qui m'a permis de réussir en tant qu'humoriste, cette volonté-là. Parce que c'est un métier que, tu sais, quand les gens nous voient et qu'on a du succès, ils pensent que c'est arrivé on a commencé il y a 3 jours. T'étais où, toi, il y a 6 mois, je te connaissais pas? Ben, j'étais dans les bars, j'étais chez nous, je travaillais, tu vois, ça prend des années. N'importe quel humoriste, en général, à mon exception, que tu vois qui devient public, un jour que tu rencontres, que tu connais, qui croise le succès, ça fait 7, 8, 9, 10, 12, 15 ans qu'il fait ça derrière, puis tu l'avais pas connu, puis qu'il a trimé avec la volonté de réussir. Tu sais, je parle souvent d'un ami à moi qui s'appelle P.A. Méthode, qui a aujourd'hui beaucoup de succès, mais ça fait 20 ans qu'il fait ça. Puis les gens le connaissent depuis peut-être 2 ou 3, le grand public. Fait que ça montre à quel point la volonté est l'ingrédient essentiel et indispensable pour une vie. Peu importe, tu sais, quand je dis une vie pleine de succès, souvent on pense succès, on pense argent, on pense carrière, mais c'est pas vrai. Être en santé, c'est un succès. Avoir des bonnes relations avec ses amis, c'est un succès. Avoir une bonne relation avec ses enfants, c'est un succès. Être capable de bien dormir, de se réveiller le matin, d'avoir une discipline de vie, c'est un succès. C'est pas juste l'argent et la carrière le succès. C'est ce que tu veux faire, ce que tu veux être, qui répond, je pense, pour moi, à la définition du succès. Alors oui, c'est vraiment la volonté profonde de faire et d'être ce que tu veux être. Et tu dis aussi dans ton ouvrage qu'il faut dire oui à la vie. Dire oui à la vie, ça c'est... je me suis beaucoup ouvert, moi. Tu sais, quand j'allais mal, je me suis dit, donnez-moi tout. J'étais un peu vraiment mal et je me suis dit, à la vie, donne-moi tout. Tout ce qui peut m'aider, n'importe quel livre, n'importe quel thérapeute, je vais l'essayer. Parce que je suis là. Et j'ai tellement pris goût à ça et ça m'a tellement aidé que je fais tout. Aujourd'hui, tu me dis quelque chose, demain, là, Amélie, tu me dis, écoute, moi j'ai essayé ça pour ma santé, c'est sûr que j'essaye. C'est sûr que je vais être curieux. Tu vois, il y a 5 ans, on parlait d'irrigation du côlon. J'ai beaucoup d'amis qui me disaient irrigation du côlon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tu te fais en fait nettoyer le côlon. Le côlon qui est le deuxième centre émotif du corps. Je pense qu'il y a le cerveau, puis ensuite c'est le côlon. Donc toutes tes émotions sont logées là.
Et moi, je savais pas l'importance de ça. Puis j'en riais. Irrigation du côlon, c'est en gros, c'est qu'ils te mettent un tuyau dans les foufounes et il y a de l'eau qui passe. Puis... Et je me suis dit, je vais essayer. Il y a peut-être 6 mois, je vais essayer. Écoute, ça a été merveilleux. Puis là, je sais que c'est bizarre de parler d'irrigation du côlon, Amélie, mais c'est pour donner un exemple de choses que j'ai essayé. Quand je suis sorti là pour la première fois, j'avais l'impression qu'on m'avait massé pendant 7 heures. Tellement j'étais soulagé. Comme si on m'avait enlevé une brique de mon corps. Fait que tout ça pour te dire que j'ai essayé ça, puis c'est un des exemples parmi d'autres. Tu sais, j'ai essayé l'homéopathie, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé tout et n'importe quoi, je l'ai fait. Il y a des choses que je fais encore aujourd'hui, d'autres que j'ai laissé aller. L'acupuncture, j'ai essayé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et toutes ces choses-là que j'ai essayées, où j'étais vraiment fermé. Hein. Tu regardes, t'as en face de toi un homme qui, à 5-6 ans, faisait absolument rien, mangeait mal, riait quand tu parlais de psychologue, riait quand tu parlais d'irrigation du côlon. Tu vois, j'étais complètement fermé. Et je fais toutes ces choses-là, et aujourd'hui, waouh, je me sens tellement bien dans mon corps grâce à tous ces outils-là que je ne peux même plus arrêter. Demain, tu me réfères un livre, c'est sûr que je lis. Tu vas me référer quelque chose, c'est sûr que je vais l'essayer. Dans 3 jours, je l'ai acheté, puis j'ai une tisane qui va faire que je focus plus, par exemple, et c'est sûr que j'essaye. Parce que je veux essayer... C'est une éponge. Je suis une éponge à ça parce que je suis passionné. Je suis devenu, grâce à cette dépression-là, je suis devenu passionné par ce travail sur moi-même. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Parce que plus je fais des choses comme ça, plus ma vie est simple. Tu sais, je pense qu'on est comme des diamants. Chaque être humain est un diamant. Et la vie a fait qu'on a été égratigné. Nos peurs, nos hontes, les épreuves qu'on a vécues dans nos vies, fait que ce diamant-là a été égratigné. Mais en travaillant sur soi, en essayant toutes ces choses-là, en travaillant beaucoup sur soi avec de la volonté, tu nettoies ce diamant-là et ça lui permet de briller de plus en plus. Fait que plus j'essaye des outils, plus je brille de mes feux et plus la vie est simple. Et aujourd'hui, la vie, Amélie, elle coule dans ma vie. La vie, pour moi, est simple. Est simple. Tout arrive facilement. J'ai de moins en moins de peur, de moins en moins de honte, moins en moins de... La vie... Tu fais confiance à la vie? Je fais de plus en plus. Tu sais, et puis ça, c'est un grand mot, la foi. La foi, c'est la seule chose, je pense, sur laquelle toutes les religions sont d'accord. C'est le mot foi. C'est croire, avoir la certitude que les choses vont bien aller. Et ça, c'est pas nécessairement facile à acquérir, ça. Tu vois, moi, il m'arrive encore des fois de douter dans la vie, il m'arrive encore. Mais c'est ça que je veux... Mais c'est sain de douter. C'est sain de douter. Oui, mais oui, c'est sain de douter. Mais j'aimerais arriver, moi... Mais il y a une limite, là. En fait, oui, il y a une limite, mais en fait, il y a une limite. Je sais pas s'il y a une limite, mais j'aimerais arriver, moi, à un endroit dans ma vie où je doute plus de rien. Et même si les choses arrivent mal, mais elles arrivent... C'est bien que ça arrive mal. Parce que c'est comme ça que ça devait arriver. Et puis, avoir un total lâcher-prise... et une totale foi en la vie, peu importe ce qui arrive. Et j'aimerais me diriger. J'aimerais un jour, si je peux, atteindre ce niveau-là de foi totale en la vie, tu vois. Et puis, je suis pas encore parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais j'aimerais vraiment. Et puis, c'est pas de la foi religieuse. Hein. Souvent, on parle de foi, puis tout à l'heure, je parlais de religion. Je dis juste que c'est la seule chose sur laquelle les religions sont d'accord, mais c'est la foi en la vie, la foi que tout va bien aller, la foi que tout est parfait, la foi que c'est ça, que tout est bien, que tout est cool. Et tu dis qu'il faut commander sa vie comme quand on va au restaurant. Oui, ça c'est une comparaison que j'ai trouvée parce que tu sais, souvent à un moment donné de ma vie, je me suis dit, ma vie va pas bien. Je me suis dit, il y a rien qui était prévu, qui est arrivé. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui était prévu ? Puis il y a rien qui était prévu. J'avais rien prévu. Je pense que c'est important de se mettre des objectifs pour savoir où tu vas. Et c'est pas nécessairement être accroché à ces objectifs, mais au moins savoir où tu vas, un peu comme quand tu marches. Quand tu te lèves et que tu marches vers quelque chose, tu sais où tu t'en vas. Tu vois. D'ailleurs, attends, j'ai un point qui me revient, puis je trouve une bonne comparaison. Tu sais, quand tu te lèves par rapport à la foi, quand tu te lèves puis que tu vas allumer la lumière le matin, ou le soir tu éteins, t'as une totale certitude que ça va s'allumer quand tu appuies sur le bouton, on est d'accord ? Tu dis jamais ça se peut que ça s'allume pas la lumière. T'es d'accord avec moi ? Oui, très d'accord avec toi. Fait que c'est cette foi-là que je te parle. Que peu importe où tu vas appuyer, sur le bouton sur lequel tu vas appuyer, ça va marcher. C'est ça en fait la comparaison que je vais donner, excuse-moi, c'est parce qu'elle m'est revenue. Non, c'est correct, mais j'ai vraiment vu l'illumination dans tes yeux. Ouais, c'est la foi que tout est bien arrivé. Mais pour revenir à... Commander sa vie comme quand on va au restaurant. Commander sa vie comme quand on va au restaurant. Si jamais tu vas au restaurant un jour et que ça vient te voir et qu'il te dit qu'est-ce que tu veux manger et que tu lui réponds j'aimerais dire... Et tu sais pas trop quoi répondre, il va t'amener peu importe ce qu'il veut. Fait que peu importe ce qu'il t'amène, tu vas devoir vivre avec. Right ?
right? Qui m'en anglais Oui. au passage. Fait que c'est ça un peu. Quand tu commandes rien à la vie, il va falloir que tu acceptes ce que la vie te donne, peu importe ce que c'est. Moi, un jour, je me suis dit, je veux commander ma vie pour savoir ce que je veux. Donc, je me mets des balises précises à savoir que je veux ça dans ça, je veux ça, je veux être en santé comme ça, je veux tant de nombre d'argent, je me mets des objectifs sains pour savoir où je m'en vais, pour savoir vers quoi je travaille, pour savoir pourquoi je me lève le matin. Sans naturellement être accroché à ces objectifs. Je pense que le plus difficile dans la vie, c'est de ne pas être accroché à ses objectifs. Je crois que c'est Bouddha qui avait dit ça. Il avait dit, c'est l'accrochement au désir qui rend l'être humain malheureux. C'est beau. Tu sais, il n'y a rien de mal à vouloir gagner, je sais pas, une générie, $50,000 par année. Mais si à la fin de l'année, tu les as pas, $50,000-là, puis qu'il y a des émotions négatives qui t'en parlent, la frustration, la colère, là, c'est que tu es accroché à ces résultats-là. Si tu as un objectif, mais tu n'es pas du tout accroché au résultat, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas, tu es tout aussi heureux, je pense que c'est sain. Ouais, c'est ça que je voulais te dire. Et tu dis aussi qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. En tout cas, ça, c'est une bonne question, tu sais. Il y a des gens qui pensent que tout arrive pour une raison, et d'autres qui pensent que c'est une question de choix dans la vie. Puis toi, tu penses quoi, toi? Moi, je dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Donc toi, tu crois à une sorte de destin? Oui. Moi, je crois les deux. Je crois qu'on est fait pour rencontrer des gens. Mm-hmm. Et je crois qu'une fois que tu rencontres ces gens-là ou les situations, tu fais un choix devant la situation. C'est clair. Il m'en est arrivé un il n'y a pas longtemps qui était écœurant, Amélie. Et Dans le bon sens? Dans le bon sens. OK. Et s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ne croient pas au hasard, il faut qu'ils me disent la probabilité qu'il y avait que cet événement-là arrive. Et je pense que c'est 1 sur 1 milliard peut-être. OK? Je vais au Tu m'intrigues. Ah ouais, je t'intrigue, je sais que je t'intrigue. On est le 20 décembre, il y a 2 mois. Je vais au Renaud-Bré, à Saint-Bruno, pour m'acheter un livre, avant de partir en France, pour le voyage, etc. Je rentre dans le Renaud-Bré, je vais au fond de la librairie, puis je cherche mon livre. Puis là, en cherchant, je me retourne, puis je vois un line-up d'à peu près une demi-heure pour se rendre à la caisse. Je me dis, oh non, j'ai pas d'attendre une demi-heure, j'ai pas de patience aujourd'hui, je reviendrai. Fait que je repars, je retraverse le magasin. En arrivant près de la porte du magasin, je vois une dame qui a mon livre à la main. Et là, je me dis, ça va être drôle si je la croise. Puis on allait pour se croiser, là, on marchait l'un vers l'autre. Ça va être drôle si je lui dis, si je l'intercepte. Fait que je la croise, je dis bonjour madame, bon choix de livre. Elle me regarde, puis tu sais, elle capote parce qu'elle voit ma face, elle voit le livre. Il y a une petite seconde de transmute dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je suis content de vous rencontrer, j'achète ce livre-là parce que j'ai entendu parler, puis c'est pour mon fils Vincent qui va pas très bien en ce moment, il a eu des problèmes, puis en tout cas, je pense que ce livre-là pourrait lui faire du bien. Je dis, écoutez madame, j'espère, je lui souhaite en tout cas à votre fils, fait que dites-lui bonjour pour moi et puis passez un joyeux Noël. Puis je m'en vais. Le soir, je partais à Paris. Et normalement, j'arrive toujours 1 heure à l'avance, moi, pour un avion. Parce que je trouve qu'arriver avant, ça sert à rien. C'est de l'attente inutile dans un aéroport. Fait que j'arrive 2h15 à l'avance à l'aéroport. Et je dis à ma blonde, pourquoi on est aussi tôt à l'aéroport? Ça sert à rien d'arriver aussi tôt. On est parti beaucoup trop tôt de la maison. Bref, on arrive là-bas. J'arrive dans l'aéroport, puis il y a un gros line-up pour enregistrer les bagages. Et moi, j'ai pas de bagages à enregistrer. J'ai juste un ticket à prendre parce que j'ai juste des bagages à la main. Fait que je vais au comptoir où il y a personne. Et je dis bonjour madame, je voulais juste enregistrer mes bagages. Il y avait un comptoir pour la première classe, mais vu que j'avais pas de bagages à enregistrer, je me suis dit je vais passer par là, puis je vais demander à la dame qu'elle m'enregistre. Fait que j'arrive là et la fille nous enregistre pour nos bagages, pour l'avion, puis on passe la douane. Et une fois de plus, là, 2 heures avant le vol, j'arrive jamais, en 10 ans, je n'ai jamais arrivé aussi d'avance pour un avion. Là. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que j'ai rencontré cette femme-là le matin. Rappelle-toi que je suis parti tôt de chez moi. Rappelle-toi qu'il n'y a pas eu de line-up. J'ai décidé de pas faire le line-up et de passer par cette dame-là. Là. C'est beaucoup d'événements pour arriver à ce qui va suivre. Je passe la douane, je marche en direction de ma porte, je croise un monsieur, un pilote, qui me dit « T'as parlé à ma femme ce matin. » La femme que tu as rencontrée ce matin, dans le Renaud-Bré, c'est ma femme. En fait, c'est ma femme. Oui, c'est ma femme, mais c'est ma femme. Et on se met à parler de son fils, justement, le fils qu'elle m'a parlé, sa femme, en disant que c'est pas son fils à lui, eux, ils sont mariés, là. C'est son beau-fils, mais elle commence à me parler de lui, puis à quel point il a eu des problèmes dans la vie, puis parce que ses parents se sont séparés, fait qu'il est tombé dans la drogue, puis il a commencé à mal tourner, tout ça. Puis on en parle peut-être, je sais pas, 2-3 minutes. Et au bout de 2-3 minutes, Amélie, son téléphone sonne. C'est sa femme qui l'appelait. La femme que j'ai rencontrée le matin dans le Renaud-Bré. Je dis laisse faire, je décroche. Elle va capoter, la madame. Je décroche le téléphone, je dis allô, elle me dit allô, c'est qui? Je devine qui c'est, la fille capote. Elle me dit je t'ai rencontré ce matin dans le Renaud-Bré, là j'appelle mon chum, c'est toi qui réponds. T'imagines sa vie à elle? Excuse-moi l'expression, mais elle venait de chier à terre, la madame, tu comprends? Fait que là, on se met à... Écoute... Jamie, il va falloir que je t'arrête.
On va aller en pause et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire parce que là, sinon, on n'aura plus de temps. Ah, ok. On s'arrête et on va finir l'histoire dans quelques instants. Parfait.